Bonjour, chronique bande dessinée aujourd'hui, manga de science-fiction, de policiers, de cyberpunk, tout ça, avec les volumes 1 et 2 de No Guns Life de Tasuku Karasuma. Donc le titre original est No Guns Life ou No Guns Life. C'est traduit du japonais et adapté en français par Miyako Slocombe, publié aux éditions Kana dans la collection Big. La BD originelle date de 2014, ses publications françaises de 2016 et 2017. Les deux volumes font un peu plus de 200 pages, le deuxième est un peu plus court que le premier. Une fois n'est pas coutume, c'est l'excellente revue Atom qui a attiré mon attention sur ce manga de Karasuma Tasuku, un auteur jusqu'alors très méconnu de par chez nous. Il s'y est ajouté une opération promotionnelle avec ses deux premiers tomes pour le prix d'un, occasion, larron, et au final, je ne suis pas parfaitement convaincu, mais demeure bel et bien intéressé suffisamment pour avoir envie de lire la suite. Nous sommes dans un futur plus ou moins proche, après une terrible guerre qui a vu des massacres sans nom. Lors du conflit sont apparus les Extend, des hommes auxquels on greffait des implants destinés à en faire des machines à tuer. Maintenant la guerre est finie, et les gens ont peur de leur sauveur. D'autant qu'il y a des intérêts colossaux en jeu qui voient s'opposer diverses factions. La cynique mégacorpo Beruren, à l'origine des Extend, et dont le building noir trône au centre de la ville comme un certain monolithe. Le gouvernement et son agence pour la reconstruction, ou plus précisément son bureau des mesures anti-Extend, aux intentions ambiguës et aux moyens qui ne le sont pas moins. Les réactionnaires du Spitsbergen, qui ne rechignent pas au terrorisme anti-Extend. Les Yakuza du Kyosaikai. Bon, tout ce qui fait le cyberpunk. Mais No Guns Life affiche d'emblée la couleur noire. Les références, pas seulement graphiques, à l'univers du polar hardboiled abondent. Reste à associer ces différents éléments, mais les modèles ne manquent pas. Rien d'étonnant sans doute à ce que l'auteur cite George Alec Effinger parmi ses influences, mais on pourrait tout aussi bien évoquer Blade Runner de manière plus consensuelle. C'est à vrai dire peut-être une limite de la BD, à l'horizon du moins, elle cite beaucoup. Et côté manga notamment, il est impossible de ne pas penser à Gunm, si l'on cite aussi systématiquement, et en ce qui me concerne ça ne joue pas en faveur de Guns Life, les BD de Shiro Masamune, comme The Ghost in the Shell que j'avais détesté. Le premier tome comprend par ailleurs une référence jugée explicite à Matsumoto Leiji, mais qui m'a tout aussi bien évoqué Akira, le gamin bizarre aux facultés étranges du nom de Tetsuro. Il y aurait sans doute bien d'autres exemples. Sur ces bases, pas évident de livrer quelque chose qui parvienne à se singulariser suffisamment pour avoir un intérêt propre. Karasuma Tasuku pourtant y parvient, en usant de nouveau des codes clichés, mais cette fois pour en tirer quelque chose d'éventuellement bizarre. C'est pour une bonne part son héros qui l'y autorise. Juzo Inui, détective privé, forcément. Mais ce Private Eye n'est pas comme les autres, de toute évidence. C'est un extend considérablement retouché et dont la tête même a été remplacée par un énorme revolver. Un Gunstave Unit, disait-on pendant la guerre. Une créature très ironique, car cette arme très intimidante, Juzo Inui ne peut pas en faire usage lui-même. La gâchette se trouve derrière sa tête, inaccessible pour lui. Il faut que quelqu'un d'autre tire. Mais Juzo Inui ne conférera pas ce privilège à n'importe qui. Idée à la fois débile et géniale et qui suscite des développements intéressants, notamment à vrai dire dans l'épisode one-shot qui avait précédé la série et que l'on trouve à la fin du tome 2. Mais cela débouche sur un autre atout pas si évident, la BD met en scène un personnage principal qui n'a littéralement pas de visage. Sa simple présence est plus qu'inquiétante, et l'impossibilité de lire les sentiments sur un Colt Python ne le rend que plus intimidant et dérangeant. Pourtant, le canon comme le barillet donne sous certains angles et sous une certaine lumière la sensation d'un visage, et même Dieu, on croit y lire quelque chose, et peut-être à bon droit. Car Juzo Inui n'est pas aussi froid que sa tête métallique. Oui, il ressent pas mal de trucs. Et si cette allure pour lui peut d'abord donner l'impression d'une malédiction, elle constitue pour le personnage un atout indéniable, en contribuant et pas qu'un peu à son étonnant charisme. À vrai dire, les personnages secondaires, tous, en y incluant Mary, la technicienne de génie, qui rappelle beaucoup l'Edward Wong au Pepelu Trivurski 4 de Cowboy Bebop, une autre référence évidente. Ces autres personnages, donc ces personnages secondaires, sont considérablement effacés et moins intéressants dans l'ombre de Tête de Flingue. Le méchant du tome 2 ne s'en tire pas si mal, cela dit. Les histoires par ailleurs sont globalement assez convenues pour l'heure. Là encore, la série baigne dans les codes du cyberpunk et du noir, avec le risque qu'ils virent au cliché. Cependant, l'auteur se montre assez malin et sait régulièrement relancer la sauce en infusant dans ses enquêtes plus ou moins déjà lues des éléments davantage bizarres. Cela tient parfois du détail relevant par ailleurs de la caractérisation des personnages. Un exemple éloquent, Juzo Inui qui fume clope sur clope, comme un bon privé en impair et chapeau mou, mais il a une très bonne raison de le faire. L'impact cosmétique n'en est que plus marqué et ludique.
Mais la BD bénéficie d'autres idées assez futées qui tordent suffisamment les codes pour entretenir l'intérêt du lecteur. Par exemple, à la fin du tome 1, avec ce gamin qui se veut héroïque et commet la terrible boulette d'emprunter le corps de notre monolithique héros, mais ne le met que davantage en danger car il ne sait pas en faire usage. Plus globalement d'ailleurs, la naïveté de ce personnage tranche intelligemment sur la dureté de Juzo Inui, même si cette dernière est parfois une façade. Le deuxième tome comprend également de bons moments du même ordre, et par ailleurs il se montre plus habile, je crois, dans l'alternance entre humour et gravité. Clairement, ça ne révolutionne absolument rien, mais j'ai lu ça avec un plaisir indéniable. Reste un point à mon sens plus problématique, le dessin. Alors, Karasuma Tasuku a un style et maîtrise des jeux d'ombre. Son découpage n'est pas spécialement barré, mais il est efficace. Comme dit plus haut, le personnage à l'allure si étrange de Juzo Inui est brillamment employé, le dessin mettant en valeur ce que son apparence a de profondément dérangeant, mais aussi son improbable charisme et peut-être même son ressenti. Les autres personnages sont moins marquants, et les personnages féminins, un peu trop érotisés je suppose, même si on a lu bien pire, ça demeure raisonnable. Ils sont généralement plus complexes qu'ils en ont tout d'abord l'air, et ça c'est toujours bon à prendre. Ce qui m'ennuie un peu plus, ce sont les scènes d'action, que je trouve globalement illisibles, d'autant qu'elles sont régulièrement saturées d'onomatopées qui ne font que compliquer encore la lecture. No Guns Life mêle donc polar et cyberpunk, mais avec une approche tout de même assez musclée. Si les combats ne sont pas systématiques, loin de là, ils occupent néanmoins une place non négligeable dans la narration. Or, j'ai vraiment du mal à m'y repérer. Même si j'ai l'impression que le tome 2 marque déjà un certain progrès à cet égard. Nous verrons bien. Car oui, j'ai envie d'en lire davantage. Encore une fois, No Guns Life ne révolutionne rien. Mais il y a dans ces deux premiers tomes suffisamment de bonnes idées, notamment autour du personnage étonnant de Juzo Inui, pour entretenir ma curiosité. Un de ces jours, je vous toucherai donc sûrement un mot de la suite.